Si je fais cette vidéo, c'est vraiment parce qu'on me l'a demandé. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous n'êtes pas un fan de The Walking Dead. Du moins un fan des dernières saisons. Les dernières saisons et de la multitude de spin-offs qui est sortie par la suite, car je suis tout sauf un fan, et même un amateur, des dernières saisons de The Walking Dead, et encore moins de ses spin-offs. Quelques abonnés m'ont demandé de réagir par rapport à cet énième spin-off de la licence, The One Who Lives. Bon, déjà, le titre, déjà il y a un problème, c'est quoi ce titre? Sans déconner, c'est d'une prétention. Vous pouvez pas rester un petit peu dans le délire genre The Walking Dead Survival, Instinct Survival, parce qu'il y a déjà eu le jeu vidéo Survival Instinct, enfin ça aurait été bien qu'ils trouvent un truc un peu plus sauvage, quoi. Qu'on revienne à quelque chose, qu'on revienne aux racines des premières saisons. Sauf que non, visiblement la licence a voulu continuer, on va dire, dans sa fuite en avant, dans ce qu'elle faisait de pire, et je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant de voir ce qu'est devenu The Walking Dead et surtout c'est intéressant de voir l'évolution du public. Car le public de The Walking Dead, il a évolué. Parce que ne me faites pas dire que les fans des premières saisons, saison 1, 2, 3, 4, 5 à la marge, ne me faites pas croire que le gros des amoureux des premières saisons ont continué à regarder, passer la saison 8, 9, 10, sans parler des spin-offs. Nous, les fans des premières saisons, on a quasiment tous lâché l'affaire au moment de la saison 9, 10. Et beaucoup ont lâché dès la saison 7 avec l'arrivée de Negan. Pour moi, Negan était justement la petite flamme qui s'était éteinte au cours de la saison 6, brutalement, notamment la deuxième partie de saison 6. Force est de constater, ça se dit ça, force de constater? Force de constater que le gros des fans de la licence, des premières saisons, ont très vite lâché l'affaire au compte-gouttes, et j'ai bien senti une sorte de fatigue générale du côté des fans, à partir vraiment de la saison 9, surtout quand Rick s'est barré du show. Le départ de Rick, ça a été vraiment le coup de grâce pour une bonne partie du public. Et la question que je me suis toujours posée, c'est mais pourquoi cette série continue? Pourquoi AMC continue à produire des saisons? Comment ça se fait qu'AMC continue à produire des spin-offs? Et des spin-offs complètement nazes en plus? Osez me dire que vous avez aimé le spin-off The World Beyond. Osez me dire que vous avez aimé Dead City. Et osez me dire que vous avez apprécié Fear the Walking Dead. Eh bien, si vous êtes un fan de la première heure comme moi des premières saisons, vous n'avez pas pu apprécier ces trucs-là. Sauf bien sûr quelques-uns à la marge, mais le gros des fans de la licence, des premiers, on va dire les fans de la première heure, on n'a pas pu, on peut pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une très grosse différence entre les premières saisons et ce qui arrive ensuite. Et tout repose sur un élément qui est vraiment un élément fragile, qui presque n'a pas sa place dans cet univers, c'est le réalisme. Je sais ce que vous allez dire, non mais réaliste ça se peut pas, on est dans une série pour zombies, donc quelque part on peut pas parler de réalisme et de crédibilité. Je suis d'accord les gars, mais dans ces cas-là, pourquoi pas rajouter dans l'équation des soucoupes volantes, des dinosaures, des fantômes, des trucs comme ça pendant qu'on y est. Vous voyez à peu près la logique? Parce qu'on va pousser le délire un peu. Imaginez, pour la saison 10, on voit des aliens débarquer et c'est les nouveaux ennemis d'Alexandria, du Commonwealth, tout ça. Imaginez un petit peu. Là je répondrai à ceux qui se plaignent, non mais les gars, on est dans The Walking Dead, les zombies, les morts-vivants, ça n'existe pas, donc c'est quoi le problème? Alors oui, je sais, cet argument tape un petit peu en dessous de la ceinture, mais c'est pour vraiment faire la synthèse entre les premières saisons et les suivantes. C'est que dans les premières saisons, on avait un réalisme vraiment tangible, mais un réalisme du point de vue de l'humain, du point de vue des personnages. The Walking Dead, c'est un petit peu comme le film Fury. Fury, c'est un très bon film de guerre, mais ce n'est pas un film de guerre réaliste du point de vue tactique, du point de vue militaire, du point de vue de l'action, tout ça. Mais par contre, c'est un film qui se veut réaliste sur le point de vue humain. Bon bah, The Walking Dead, ça ne se veut pas réaliste sur le point de vue du fantastique, mais c'est une série qui se révélait réaliste sur le point de vue humain, sur les rapports entre les personnages, sur leur évolution. Quand on voit les premières saisons, quand on voit des personnages comme Rick, Shane, Andrea, Laurie, Herschel, Daryl, sans oublier le très mésestimé et parti trop tôt T-Dog. Bon, d'un côté, quand on voit ce qu'est devenu la série, c'est peut-être pas plus mal qu'il soit parti aussitôt. Bon bah, quand vous voyez tous ces personnages-là, ils dégoulinent d'humanité. Ils dégoulinent d'humanité et surtout, ils dégoulinent de réalisme. Or, ce qui est venu par la suite, on a eu affaire à autre chose. Et cette humanité était crédible dans l'univers dans lequel on était envoyé. Un univers complètement fou, qui a complètement perdu les pédales, et où les gens sont dépassés mais doivent se battre pour survivre. Or, toute cette humanité, tout ce réalisme a fini par partir en fumée, à voler en éclats au fur et à mesure des saisons, et je voulais justement revenir sur le commentaire d'un abonné qui a lâché un très beau commentaire sous ma tier list. Je vous le lis parce que je le trouve très pertinent, on va l'analyser ensemble car j'estime qu'il a tout résumé. Je viens à peine de commencer la vidéo, mais j'avais envie de réagir à chaud. The Walking Dead était excellent quand il suivait encore à peu près l'écriture de la BD, car oui, au risque de vous choquer, pour certains, The Walking Dead à la base c'est tiré d'un comics, et d'un très bon comics. La série aurait dû faire, c'est continuer le prolongement du comics. Chose que la série a faite, oui, mais quand même en partie, parce qu'il y a eu un rajout de personnages complètement random, il y a eu des éléments de rajoutés, des éléments de retirés, et peut-être les plus importants, et surtout la série a forcé à mort sur quelque chose dont se serait passé volontiers, c'est le mélo. Le mélo, toujours le mélo.
Et avant de revenir sur le texte, excusez pour la digression, mais il faut que je vous dise quelque chose, parce que je sais ce que certains vont dire, et peut-être même des fans de The Walking Dead vont venir dans les commentaires pour m'insulter, m'agresser, etc. Ce que je peux comprendre, hein, parce que c'est jamais agréable quand on critique quelque chose qu'on aime. Nous, les fans de The Walking Dead, on a du mal à comprendre que la série est continuée, qui est toujours eu un public, mais The Walking Dead, c'est pas rien, c'est pas une petite série, c'est quelque chose qui avait déjà une grosse fanbase, et c'est quelque chose, une licence qui avait déjà une grosse aura, donc même si la série nous a trahis à force au fur et à mesure des saisons, elle pouvait que continuer à marcher, parce que ce qui ne marche pas pour les uns, marche pour les autres. Et avec les projecteurs, avec les moyens, avec toute la pop culture qui avait autour de The Walking Dead, ça pouvait pas bider comme ça du jour au lendemain, parce qu'ils ont trahi complètement l'arc narratif, parce que c'est ça, c'est juste une trahison, rien de plus. C'est exactement ce que dit cet abonné, on va voir ça ensemble, excusez-moi pour la digression. Donc je reprends, je viens à peine de commencer la vidéo, mais j'avais déjà envie de réagir à chaud, blablabla. The Walking Dead était excellent quand il suivait encore à peu près l'écriture du comics. Avec cette atmosphère sombre, ces personnages complexes, c'est vrai que le comics est très hard par contre, hein. Si vous voulez vous y mettre, et je vous conseille de vous y mettre, accrochez-vous bien. Hein. Rick par exemple qui commençait à devenir un peu sociopathe, et on le voit dans les premières saisons, c'est vrai, notamment à partir de la saison 4, où vraiment il commence à vriller quand il arrache la jogor du mec. Rick, qui commence à devenir un peu sociopathe, est devenu une espèce de cuck faiblard qui se wokise avec la première minorité visible qu'on lui met sous les yeux, ce qui est totalement vrai. La façon dont il se met avec Michonne, on sentait l'appel du pied, wokiste à mort, mais vraiment sans subtilité, c'était l'époque, à l'époque on était en 2015-2016, c'était justement là, on va dire, la grosse offensive wokiste. Attention, j'ai toujours dit dans mes vidéos, le wokisme a toujours existé. Par exemple, je sais que certains ont ragé parce que la Catwoman de The Batman était Ismay, et certains ont gueulé également parce que Gordon était black. Perso, j'ai trouvé très bon, d'ailleurs ce Gordon un peu moins la meuf qui jouait Catwoman, mais celui qui jouait Gordon, Jeffrey Wright, il est excellent comme dans tout ce qu'il fait. Mais sachez une chose les gars, c'est que le wokisme a toujours existé. Si vous prenez par exemple Batman de 89, vous en rappelez peut-être pas, mais Harvey Dent, celui qui était censé incarner Double Face, eh ben il était joué par un Renoir. Et on parle d'un film de 89. Seulement le wokisme de l'époque était fait avec une certaine forme de réalisme, En fait, c'était crédible, ça passait. Je rappelle que dans le comics, à la base, il se case avec deux meufs, il se case avec Jessie, donc comme ce qui s'est passé dans la série, mais après il se case avec Andrea. Alors je sais que Andrea est dead au cours de la série, il s'en débarrasse au cours de la saison 3, mais on sent l'appel du pied, on sent le message sans aucune subtilité qui veut tout dire. Dans la BD, il finit, alors je reprends ce qu'il a dit le coco, donc c'est devenu une espèce de cuck faiblard se wokiste, parce qu'en plus, oui, effectivement, il perd, je vais pas dire en virilité, mais il perd en radicalité au fur et à mesure. Dans la BD, il finit par se mettre avec la très stylée mais cinglée Andrea. Michonne, ce couple ne colle tellement pas, même dans les tempéraments, parce que oui, c'est vrai, Michonne est 100 fois plus intéressante dans le comics que dans la série, parce que Michonne, dans le comics, c'est une nana qui est radicale également, mais qui surjoue pas. Et le problème, c'est que la meuf qui joue Michonne est dans le surjeu, quoi. Elle fronce les sourcils, je suis très déter quand je parle, de temps en temps je rigole pour montrer que j'ai un cœur, mais sinon, je suis une samouraï. Non mais ça passe pas, quoi. Je veux dire, c'est... quand on la compare au comics, ça peut pas le faire. Rick, j'arrive à vraiment différencier les deux, celui du comics et de la série, mais alors Michonne, ah là, mon cœur ne bat que pour le personnage qu'on voit dans le comics. Et ce qui est marrant, c'est que le personnage de Michonne dans le comics est tout sauf une meuf, on va dire, comment dire, par exemple, dans le comics, quand elle arrive dans la prison, Michonne commence à fraterniser vite fait avec les habitants de la prison, et direct, elle met le grappin sur Tyrese, Tyrese est casé à ce moment-là avec Carol dans le comics. Et le truc, c'est qu'il y a un passage où en gros, il y a Tyrese qui fait son sport dans le gymnase, et elle vient le trouver, et puis direct, ça prend pas longtemps, elle lui baisse son froc pour le... Donc voilà, Michonne, elle, dans le comics, les convenances sociales, elle s'en bat littéralement les couilles, quoi. Et pour revenir au passage dans Alexandria, par exemple, dans la série, Michonne se fout avec Rick, alors que dans le comics, elle se case avec un personnage qu'ils ont totalement foiré dans la série également, elle se case avec Morgan. Pareil, le personnage de Morgan dans le comics est 100 fois plus réaliste que celui auquel on a affaire dans la série. Celui qu'on voit dans la série, mais c'est une blague. Et comme il le dit très bien l'ami, Michonne ne colle pas du tout avec Rick parce qu'ils ont le même tempérament dans la série. C'est tous les deux personnages hyper déter, hyper énervés. Et non, faut pas qu'ils aillent ensemble, parce que justement, ils sont trop comparables pour se foutre ensemble. Si encore Michonne était un peu une meuf un peu fragile, un peu chill, relax, ça l'aurait fait. Si elle avait pas découpé la tête de 200 000 mecs dans chaque saison, ok, on aurait dit pourquoi pas. Parce que Rick, juste avant, il a fait des dingueries, il a tronçonné des mecs avec sa hache, il a arraché la gorge d'un mec, fallait voir tous les trucs qu'il a fait au cours de la saison 4, 5, etc. Ils sont beaucoup trop radicaux pour aller bien ensemble, et d'ailleurs c'est ce qu'on peut se dire, ouais mais justement ils se complètent parce qu'ils sont pareils, etc. Bah non, parce que dans le gros des films, le gros des séries, très généralement les couples qui fonctionnent le plus, et même dans la vraie vie, c'est les couples qui se ressemblent le moins, c'est les personnes justement qui ont le moins de trucs en commun. Oui, il faut bien qu'ils aient bien sûr à la marge des atomes crochus, je sais pas, des mêmes goûts en termes de films, voilà, les mêmes opinions au niveau sociétaux, etc. C'est le minimum, mais en soi, je veux dire...
les couples les plus attachants qu'on voit dans les films, c'est généralement les couples qui se ressemblent le moins. Bref, excusez, quand on veut être un minimum crédible, un personnage qui s'endurcit parce qu'il a vécu l'enfer et a dû faire des choses horribles ne redevient pas une chiffre molle comme ça d'un coup. C'est absurde, ça n'existe pas. Et c'est vrai, Rick devient une chiffre molle à force. Quand quelque chose se brise en l'homme, il n'y a plus de retour en arrière. Tous les traumatisés de guerre, Vietnam, Irak, Algérie, ce sont des parfaits exemples. Et juste parce qu'ils n'ont plus d'idées scénaristiques, ils nous servent constamment des fluctuations de personnalité complètement stupides. Non, 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 c'est pas un manque d'idées, au contraire. Ils n'avaient pas à avoir un manque d'idées. Il y avait le comics de base. C'est juste que les showrunners voulaient changer de clientèle. Tout simplement. Carl perd son innocence et devient même un peu psychopathe saison 3 à la prison quand il shoot un jeune au camp du gouverneur sans hésiter, puis après il redevient un héros sage et bon qui se sacrifie pour sauver un gentil médecin indien qu'il connaît à peine. Alors après les gamins c'est assez différent parce que les enfants évoluent très vite, c'est-à-dire que vous en connaissez à l'école, dans la cour d'Oregon quand ils étaient à l'école, ils vous maravaient, ils vous mettaient des misères et puis vous les revoyez 5 ans après, c'est devenu des agneaux, tout doux, tranquille, tout chill. Ça change vite les enfants quand même, et pour le coup, la transformation de Carl m'a pas tant choqué que ça parce que c'est une évolution logique, il passe de l'enfance à l'adolescence, s'approche de l'âge adulte, il y a une certaine maturité qui se construit, enfin bref, c'est mon avis. Là où je le rejoins, c'est le pire, c'est pour Carol. Alors elle, au début, elle est faible, soumise et battue, elle s'endurcit et devient une bad girl qui maîtrise tout un arsenal de guerre comme ça en claquant des doigts. Alors, pas complètement, mais son évolution pour moi était réaliste pour le coup, parce que elle a mis quand même plusieurs saisons avant de s'affirmer, au moins 4 saisons. Elle n'a pas changé comme ça, radicalement. Vous la voyez dans la saison 1, bien sûr, elle est toute fragile. Dans la saison 2, pareil. La saison 3, même chose. Et c'est vraiment au cours de la saison 4 où là, elle commence à évoluer. Et pour le coup, son évolution, l'évolution de ce personnage, je trouve, est complètement raccord. Surtout le passage avec les gamines, peut-être un des meilleurs épisodes de toute la saison. Un des meilleurs et un des plus douloureux. Bon, c'est pas crédible, mais pourquoi pas. Puis après, Alexandria, elle redevient une espèce de tradwife gentille qui fait des tartes aux pommes avec des tabliers à fleurs. Puis après, elle redevient un peu psychopathe quand même. Puis après, elle redevient gentille, pareil pour Morgan. Alors, le coup qu'elle devienne une espèce de tradwife, faut comprendre que dans la saison 5-6, c'est avant tout une couverture. C'est justement pour se faire passer un petit peu pour la nana chill, la petite ménagère, sans histoire, alors qu'elle peut te trancher la gorge dans ton sommeil sans problème. C'est justement, je trouvais ça bien joué. Mais ça, après, par la suite, elle a des fluctuations qui sont juste insupportables. Et là, il parle vite fait de Morgan, et je suis totalement d'accord. Morgan, qui au début est un daron normal et puis là se transforme en champion d'aïkido parce qu'il maîtrise le bâton, parce qu'il y a un Gus qui l'a entraîné pendant 2 mois. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, cet épisode? C'était vraiment l'épisode le plus inutile de la saison, quoi. À quoi ça servait? Le pire là-dedans dans cet épisode, c'est qu'ils nous servent une espèce de soupe philosophique, machin, sur le pardon, la rédemption, mes couilles. Le pire, Negan, qui passe d'un mec qui fait des blagues racistes en explosant des têtes à coups de batte de baseball, un énorme tyran sadique qui est accro au pouvoir, à un espèce de type mélancolique qui s'autoflagelle, qui a totalement perdu son sens de l'humour et son cynisme. Comme si les gens changeaient comme ça de personnalité plusieurs fois au fil des semaines. Cette ficelle est totalement usée dans cette série. D'ailleurs, je note que Negan, c'est le seul qui m'a fait rester au cours de la saison 10. Quand il s'infiltre chez les chuchoteurs, pardon, ça c'était intéressant. Le reste, cette ficelle est totalement usée dans cette série. Facile, en plus de nous manquer totalement de respect. Pareil pour Daryl, qui est un type qui a vécu lourd bien avant l'apocalypse, enfant battu dans une famille de cassos, etc. Donc au début, il est très sauvage, voire un peu hostile, plutôt crédible, et après il s'intègre, il est accepté, puis ça devient un élément important du groupe. Crédible aussi. C'est vrai, d'autant plus que, quand on compare le Daryl du début juste après, aux dernières saisons, mais c'est le jour et la nuit. Le Daryl du début est hyper sauvage. Et ce qui est bien, c'est que contrairement aux dernières saisons où Daryl, il est taciturne, il fait pas beaucoup de bruit, il grommelle, il parle qu'à coups de grognement, dans les premières saisons, rappelez-vous, c'est une pipelette, c'est un moulin à paroles. Le mec fait que de jacter quand il est lancé, tu vois. C'est bon, après, il parle, il dit des trucs sensés, c'est pas un mec complexé, non, c'est juste que c'est un mec qui est une pile électrique, qui a besoin de s'exprimer. Moi, je kiffais le Daryl des premières saisons. Mais après, je comprends plus. Le mec devient une espèce de type qui chiale presque pour un oui, pour un non, genre il est devenu ultra sensible d'un coup, c'est également totalement stupide et non réaliste. Et le mec n'a plus de personnalité, quoi, à part son style vestimentaire, il est totalement effacé, tout à fait. C'est tout repose sur ses cheveux et ses fringues. Moi je trouve même agaçant, toujours le premier à chialer dès qu'il y a un mort, les scénaristes en font vraiment des caisses. Honnêtement, je me sentais trop pris pour un demeuré par les gens qui produisent cette série, après la saison 6, ça m'est devenu insupportable à regarder. Je suis allé péniblement jusqu'à la 8 en espérant que la bonne énergie du début reprenne, mais en fait c'est pas du tout une perte d'inspiration, c'est clairement un choix commercial et idéologique, tout à fait. J'ai commencé à regarder cette série en 2010, et franchement à l'époque, peu de monde connaissait, y compris dans mon entourage. La série a commencé à devenir très populaire au moment de la saison 4-5, c'est vrai, il me semble, et c'est là qu'il y a eu le plus gros pic, et ils ont fait un choix, celui de la rentabilité, et du public le plus large possible, tout à fait. C'est un choix stupide car on peut toucher le public sans se trahir, comme Vince Gilligan l'a fait, avec moins de budget, et pour Breaking Bad. À aucun moment je me suis senti pris pour un con en regardant cette série, pareil pour Les Sopranos à une époque où le budget pour les séries était encore minuscule et le public beaucoup moins nombreux. Donc c'est possible, ça demande juste plus d'investissement intellectuel, et d'intégrité artistique. Intégrité artistique surtout. Sans parler d'écriture qui est devenue vraiment médiocre, même la mise en scène, l'inventivité des plans, même la musique est devenue nulle, une musique de Donjons et Dragons, exactement, c'est vrai, quelle déchéance.
Là où le design sonore des premières choses à la Dave Porter, je crois que c'était plutôt Beer McGills, Beer McCarthy, je me souviens plus, je mets son nom, très bon compositeur, c'est le compositeur des premières saisons de The Walking Dead. Là où Dave Porter, c'est l'autre, a amené quelque chose d'intéressant, instauré une atmosphère marquante, quel gâchis. Et encore, j'ai pas vu tous les spin-offs, mais je devine le déclin. Fear était correct pour les premières saisons, moi je suis pas d'accord, pour moi c'était de la merde, et pareil, je n'ai pas continué. Plus tard, quand la série Black Summer est sortie, ça m'a vraiment fait l'effet d'une bouffée de fraîcheur, quel bien ça a fait, je sais pas si tu as vu cette série, blablabla. Bref, bonne surprise à l'époque. Je suis d'accord avec lui, Black Summer était très bon, même s'il y avait beaucoup trop d'incohérences et trop de personnages stupides, complètement cons, mais vraiment, il y a des personnages... Alors je sais qu'en cas d'apocalypse, en cas de bordel, on serait pas spécialement des Einstein, mais là il y a des limites quoi. Par contre, ce que je peux accorder à Black Summer, c'est le stress. Qu'est-ce que j'ai stressé dans cette série quoi. Qu'est-ce que j'avais peur. Parce que là, les zombies, c'est les pires qu'on puisse imaginer. Ils courent, et surtout, dès que vous êtes mort, vous vous transformez direct. C'est vraiment radical, c'est hardcore comme monde. Et d'ailleurs, on attend toujours la saison 3, je pense qu'elle arrivera jamais, vous vous rendez compte, on attend depuis 2021 quoi. Ouh. Et donc, comme dit Coco... Bah ouais, c'est ça en fait, la raison pour laquelle The Walking Dead s'est barré en couille à partir de la saison 10, enfin, selon nos critères, c'est parce que les scénaristes ont lancé Fear the Walking Dead et ils ont vu comment ça a cartonné. Et ils ont vu quel public regardait Fear the Walking Dead. Et je suis désolé, mais Fear the Walking Dead, c'est pas du tout le même public que pour les premières saisons. Les premières saisons avaient une ambiance particulière, mature, adulte, et on sent bien que Fear the Walking Dead, ça se veut mature, mais il y a quand même beaucoup de conneries là-dedans, quoi. Et puis surtout, ça force à mort sur le côté angoisse. Le plan de 3 heures où on voit le gars courir dans la rue parce qu'il a croisé son premier zombie dans l'église. Le plan pareil où il y a la meuf, là, la voisine, là, qui s'apprête à attaquer le voisin, puis au dernier moment, elle se prend une cartouche dans la teuté par un soldat. Enfin, il force à mort au niveau des ralentis, c'était grotesque. Pareil également dans Fear the Walking Dead, c'était le festival de la minorité. Là, c'était pour le coup vraiment l'offensive woke, mi-2010. Et encore une chose, je n'ai rien contre les minorités, j'en ai rien à foutre, mais le truc c'est que là, on sent le manque, on sent l'opportunisme. L'opportunisme, ça se sent, ça s'explique, bon, pas de façon ultra carrée, avec des stats, machin, là je suis en mode roue libre, mais quand on a un peu d'instinct, on ressent à peu près vers où ils veulent nous emmener, quoi, vers quel style, et ils nous emmenaient vraiment vers un style fantastique, débile, bourré d'action et avec du mélo, et encore du putain de mélo. Et ça a été la même chose pour World Beyond, où ils ont essayé de nous embarquer dans une espèce de nouvel arc narratif avec le CD je sais pas quoi, l'espèce de groupe paramilitaire qui, pour sauver l'humanité, détruit l'humanité, enfin c'est n'importe quoi. Je ne parle même pas bien sûr de Tales of the Walking Dead, que quasiment personne n'a vu en France, une merde dont vous avez même pas idée. Dead City, une catastrophe, un copier-coller de 1997 New York, là, le film avec Snake Plissken, juste une purge intégrale, je me suis tapé des scènes, mais fou. Enfin, j'ai maté les 2 premiers épisodes, quand j'ai vu la gueule du méchant qui était anti-charismatique au possible, les enjeux, les machins, enfin les mecs ça fait 10 ans qu'ils sont dans New York, il y a toujours autant de zombies alors que la ville est bouclée depuis 10 ans quoi. Il y a quoi d'autre encore, il y a eu Daryl Dixon, une catastrophe également, encore une série, encore une production américaine où la France se fait humilier mais comme jaja. C'est ça, un jour je vais vous faire une vidéo les gars pour vous expliquer à quel point j'ai énormément de respect pour les États-Unis, je suis américanisé jusqu'à l'os. Pour moi, le cinéma américain surclasse à des années-lumière le cinéma français, aussi bien en termes de blockbuster, c'est évident, et surtout de films indépendants. Ouais, je maintiens ce que je dis. Mais il faut reconnaître que les Américains nous méprisent, et nous le font montrer, nous le font comprendre. Bon, les Français, c'est les derniers à le comprendre, c'est vraiment les coqs de l'histoire, ils comprennent pas certaines subtilités. Mais un jour, je ferai une vidéo pour expliquer comment le cinéma américain nous humilie dès qu'ils en ont l'opportunité. Après, moi je m'en fous, honnêtement, c'est de bonne guerre. Non plus, on rate pas les Américains dès qu'on en a l'occasion. Mais certains ont pas l'air de se rendre compte que les Américains se foutent réellement de notre pomme, quoi. Et pour moi, Daryl Dixon, c'est vraiment une synthèse, quoi. Les Français avec des tromblons qui s'habillent comme des résistants de la Seconde Guerre mondiale, comme si on était retourné au christianisme, comme si on était retourné au Moyen-Âge, l'espèce de meuf là qui gère les bails, c'est une espèce de pseudo-royaliste avec le mec, quand il rentre dans l'espèce de cour avec tous les gueux là qui rentrent dans l'arène, et il y a une espèce de gars en armure qui dit « Vive la France !» avec un drapeau royaliste, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Le plan final au Mont-Saint-Michel, tout ça, bon, c'était grotesque. Pour revenir à The One Who Lives, alors, désolé, j'y viens enfin, excuse-moi, cher abonné qui m'a posé la question, mais c'est justement pour arriver à la finalité de ce truc. Alors j'ai tenu 2 épisodes, pareil, exactement les mêmes travers, parce qu'on sent que le public, effectivement, c'est toujours le même que pour Fear the Walking Dead, c'est un public qui est pas trop exigeant, qui est plus branché action, et filme un peu en mode
film avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de moraline, beaucoup de ouin-ouin, beaucoup de scènes d'émotion, chose qui était totalement contraire aux premières saisons de Walking Dead, qui étaient plus froides, plus humaines, avec de l'émotion, mais vraiment par parcimonie et avec réalisme. Je trouve que vraiment les premières saisons étaient matures, et plus on avance et plus on a affaire à une série pour ados, quoi. Ça s'adresse, j'estime, à des enfants, à des adultes qui ont des sensibilités d'enfants de 15 ans. Je suis désolé de vous choquer, mais c'est pourtant vrai. Tous les personnages deviennent des chouineuses professionnelles, ça couche avec tout le monde, c'est n'importe quoi. Et The One Who Lives, c'est pareil, c'est toujours les mêmes travers, et même si la série a des qualités, notamment au niveau de l'esthétique. Alors en soi, The Walking Dead a toujours été une série top qualité au niveau de la mise en scène, etc. Attention, pas du niveau de Breaking Bad en termes d'inventivité, parce que Vince Gilligan a fait des plans de dingue dans Breaking Bad. Par exemple, je me rappellerai toujours le plan où Pinkman balance le cadavre d'Emilio dans la baignoire, et ben la caméra où elle est placée sous la baignoire, ce qui fait qu'on voit la tronche du mec qui se colle à la caméra, à l'objectif, alors qu'il est dans la baignoire. Ça, c'est super intelligent. Même le plan où Walter essuie les morceaux de tripes et je sais pas quoi du mec qui a fondu avec l'acide, la caméra est placée sous le plancher, donc ce qui fait qu'on a l'impression qu'il nettoie une vitre. C'est génial. C'était bourré d'inventivité, alors que dans les dernières saisons, tout repose sur la photographie et la mise en scène. Il n'y a pas d'inventivité. En soi, on n'est pas là pour ça, mais c'est juste pour rappeler le génie de Vince Gilligan, avec un budget plutôt modeste. Et The One Who Lives, la seule valeur ajoutée qu'on peut accorder à cette série, enfin à ce spin-off par rapport aux autres, c'est la mise en scène, effectivement, la photographie, l'esthétique qui fait vraiment film, ça fait vraiment cinéma. Et l'autre point positif qu'on peut relever, parce que même au niveau de la musique, c'est super bien géré, les scènes d'action, pareil, elles sont quand même bien bossées, notamment le début, quand on voit Rick la main, ils ont fait ça un peu pour réveiller les fans du comics. Oh, c'est dans le comics. Oh, ils ont fait pareil, quoi. C'était un peu pour réveiller les mecs qui étaient fans du comics, mais AfroGeek, un youtubeur confrère, avait dit que pour lui c'était aussi une façon de vendre des goodies, parce qu'en gros, imaginez un personnage d'un figurine de Rick, mais sans la main, forcément ça fait vendre, et je pense qu'il avait pas tort sur ce terrain-là. Mais pour revenir à ce spin-off, ce que c'est devenu, c'est devenu une... en fait, c'est dans la continuité de Fear, de Daryl, de tous les autres. Et c'est nul, quoi. C'est nul quand on ose comparer avec les premières saisons. C'est même pas comparable. En fait, c'est deux univers différents. Le seul gros point positif, c'est Andrew Lincoln, qui, malgré le fait qu'il soit obligé de tout le temps chialer, obligé de tout le temps la jouer émotionnelle, parce que vous vous rendez compte, il est dans le CRM machin, il peut refaire sa vie, il est encore à nous les briser avec Michonne, genre c'est l'amour de ma vie, etc. Non mais attendez les gars, on est dans un monde post-apocalyptique, il y a au moins 300 km qui vous séparent, vas-y, tant pis, quoi, tu passes à autre chose, quoi, tu trouves une autre femme, j'en sais rien, quoi, mais arrête de nous faire croire que t'es genre en mode love, même elle, pareil, qui parcourt les États-Unis, qui croise des mecs bizarres, dans des espèces de charrettes, mais ça aussi, qu'est-ce que c'était, dans quoi ils nous emmenaient? Ça n'avait aucun réalisme, il y a toujours autant de zombies, alors que techniquement, ils devraient tous être morts depuis longtemps, pareil, il n'y a aucune société qui a réussi à se reconstruire, c'est n'importe quoi. En fait, le réalisme a tellement fui cette série qu'on ne peut pas tellement vraiment donner d'analyse tangible, étant donné que ça n'a plus aucun sens. Et oui, le seul point positif que je peux trouver à The One Who Lives, du moins pour les premiers épisodes, c'est déjà la performance d'Andrew Lincoln, toujours excellent malgré le fait que, en même temps, il donne tout ce qu'il a, Andrew Lincoln, là, parce que c'est les derniers rôles dans lesquels on le verra. Parce qu'il va pas faire d'autres films, croyez pas, c'est comme pour Norman Reedus. Norman Reedus, il galérait déjà avant dans le cinéma, avant d'entrer dans Walking Dead, mais maintenant qu'il est dans The Walking Dead, c'est terminé pour lui. C'est pour ça qu'il a rempilé dans les spin-offs. C'est parce que, déjà d'une, c'est forcément pour le pognon, et c'est aussi parce que, puis bon, j'imagine que ça doit être cool de continuer à tourner, il y a une bonne ambiance, tu vois du monde, tu voyages, c'est génial. Mais aussi, c'est que, il sait très bien, Daryl Dixon, enfin Norman Reedus, qu'après Daryl, c'est fini pour lui. Parce qu'il sera éternellement affilié à Daryl Dixon. Quand on le verra dans un film, on verra que lui. Et les producteurs ne voudront pas prendre de risque de prendre cet acteur pour d'autres films ou d'autres séries vraiment qui pèsent. Là, c'est vraiment le rôle de sa vie. À la rigueur, s'il serait repris pour d'autres séries, ce serait peut-être pour faire des caméos, des trucs comme ça, ou alors des rôles vraiment borderline. Mais il peut pas s'attendre, j'estime, à un autre rôle de premier plan. Le seul qui a vraiment su rebondir en termes de série télé, qui a su switcher entre deux rôles de composition et des rôles vraiment iconiques, c'est Bryan Cranston, avec son personnage dans Malcolm et dans Breaking Bad, mais c'est quand même deux personnages quand même similaires, c'est deux pères de famille, complètement opposés, je pense que c'est ça aussi qui plaisait aux gens, c'est voir la dichotomie entre les deux. Mais donc, pour revenir à Andrew Lincoln, malheureusement, je pense que c'est les dernières grosses productions, on le verra, je pense pas qu'il sera engagé dans autre chose, et je pense que The Walking Dead va continuer, parce que mine de rien, même si la licence nous a perdu, nous, les fans des premières saisons, elle a quand même glané une autre, celle milieu 2010, tous les ados, tous ceux qui sont pas trop, excusez, désolé, mais je dis pas ça péjorativement, mais ceux qui sont pas trop compliqués, voilà, ils ont juste besoin d'action, quelques pleurs, quelques chouineries, des scènes d'émotion, encore de l'action, machin. Les mecs ont encore des balles, ça le fait. Les mecs ont des plans complètement foireux, le CRM, je sais pas quoi, qui décide de ravager des villes où il y a des survivants, le personnage de jadis qui n'a aucun sens, les hélicoptères, enfin...
Il y en a qui apprécient, il y en a qui arrivent à faire fi du réalisme. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas. On est dans un monde où il n'y a plus de ressources, où il n'y a plus rien. Les mecs, ils arrivent toujours à avoir des hélicoptères, des armées, comment ils bouffent, comment ils font. Mais c'est ça. Et pour le coup, The Last of Us, on peut reprocher ce qu'on veut à cette série, mais elle avait au moins ce réalisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série vraiment médiocre que tout le monde a encensée. Bon bah, au début, quand vous voyez les survivants dans la zone de Boston, vous voyez bien que c'est la galère. Les gens vivent avec des fringues, voilà, des fringues que... ils vivent en fait avec les restes du monde d'avant. Donc ils utilisent des fringues, on va dire, qui ont plus de 20 ans, ils s'habillent n'importe comment parce que ils s'habillent juste comme ils peuvent, hein, c'est du pragmatisme absolu, c'est pas des concours de mode. Il y a un passage où on voit dans la série, dans The Last of Us, qui est très intéressant. On voit en gros, il y a un mec qui vend des lacets, et en gros, pour un lacet, ça demande un ticket de rationnement. 2 lacets, c'est 2 tickets. Enfin, c'est une économie parallèle on voit l'effondrement total, et même ça se voit au niveau des uniformes des gars, les uniformes usés, les flingues, où l'alliage commence, c'est déteint, ce genre de truc. Parce que tout système de production est à l'arrêt, ça nous fait davantage apprécier le monde dans lequel on vit, ça apprendra à ceux qui se plaignent tout le temps. Vous imaginez pas à quel point vous vivez dans un paradis, les gars, hein. L'enfer dans lequel vous vivez, c'est vous qui vous le construisez mentalement pour la plupart. Mais pour revenir à The Last of Us, il y avait au moins ce réalisme. Hors The Walking Dead, bon bah, ils sont toujours bien fringués, les couteaux sont toujours super bien aiguisés, ils ont toujours des munitions. Arrêtez de me faire croire que ça marche comme ça si l'intégralité de l'humanité est désossée, quoi. Alors après, je sais que dans les autres saisons, bien sûr, on les voit vivre comme au temps du système féodal, dans Alexandria, tout ça. Mais vous m'avez compris, quoi. Malgré tout, il n'y a pas cet aspect réaliste. Ils sont tous, ils sont tous normaux, il n'y en a pas un seul qui est trop maigre. C'est pas un monde post-apocalyptique, mais en même temps, c'est compliqué de faire un truc ultra réaliste, trop poussé. Enfin, ça irait trop loin. Enfin, excusez pour la digression, mais pour revenir à The One Who Lives, c'est malheureusement, je pense, ces dernières performances dans lesquelles on verra Andrew Lincoln, parce qu'il sera rembauché nulle part. Par exemple, dans quoi il a joué dernièrement, Andrew Lincoln, depuis The Walking Dead? Il a tourné dans le cabinet des curiosités, juste dans un épisode. Il a fait que ça, il a rien fait d'autre, parce que une fois que vous êtes affilié à un personnage de série télé, vous êtes cramé en fait pour le cinéma et pour le reste. Parce que les gens ne vous affilieront qu'à Rick Grimes. Donc c'est vraiment compliqué pour lui, et c'est dommage parce que pour moi c'est un des meilleurs acteurs qu'on ait jamais eu. Andrew Lincoln est un acteur excellent. Vous avez vu ce qu'il donne dans un personnage de fiction avec des zombies complètement débiles, imaginez ce qu'il donnerait dans un film indépendant avec un grand réalisateur, il nous ferait des dingueries ce mec. Et c'est honteux qu'il soit pas plus s'engager dans le cinéma. Et Andrew Lincoln était vraiment très bon, Michonne, oui ça allait, franchement... J'ai fini par m'habituer, même si je déteste ce personnage. Et mention spéciale également pour le personnage de Bale, le Major Bale, qui est incarné par Terry O'Quinn, donc Locke de Lost. Ça faisait plaisir de le revoir, voilà, c'était cool, c'était fun, mais... J'ai rien à ajouter, quoi, c'est mélo, action, mélo, action, mélo, action, mélo, action, mélo, mélo, action, mélo, action, mélo, action, mélo, action, mélo, action, action, mélo, mélo, action, action, mélo, 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 action, 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 mélo. Mélo, action, mélo, action, mélo, action, mélo, 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 action, action. Bref, voilà, c'est ce qui est devenu The Walking Dead. Alors qu'avant, c'était autre chose. C'était, on va dire, vous savez, le truc de l'hôpital, là, bip, 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 bip. Vous ressentez des trucs. Or là, les nouvelles saisons, c'est bip. C'est toujours la même ligne, c'est toujours la même chose. Et le seul truc que je retiendrai de The One Who Lives, c'est l'esthétique, la mise en scène, la photographie, le jeu d'Andrew Lincoln, la présence de Terry O'Quinn, le reste, RAF. Ce qui veut dire rien à foutre. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, c'était vraiment de l'impro totale. Je reprendrai bientôt mes rétrospectives de The Walking Dead, j'ai pas oublié. Je ferai par contre que la saison 5, je ne passerai pas à la 6, 7, 8. Pour moi, c'est souffrir, c'est me faire du mal. Donc je resterai sur la 5 pour terminer. Et puis c'est tout. Pour ceux qui découvrent la chaîne et qui ont suivi jusqu'au bout, vous êtes courageux. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à checker les autres vidéos qui sont, j'estime, bien plus intéressantes. Je vous fais plein de bisous, salut aux abonnés qui voulaient que je réalise cette vidéo pour eux. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Ciao. Mouah.